Il est de retour, l'inégalable, le très spécial, celui que tout le monde aime. Papo Furado spécial répondant à 100 questions sur Harry Potter. Papo. Je sais que le Papo Furado vous manque. Ça me manque aussi d'en faire. Mais comme il y avait beaucoup de questions répétées, j'ai laissé passer pas mal de temps pour pouvoir faire des épisodes spéciaux ici. D'accord ? Je te conseille d'envoyer ta question vu le nombre d'épisodes de Papo Furado. Vérifie d'abord si ta question n'a pas déjà été traitée dans une autre vidéo, sinon elle risque de passer inaperçue. Si j'ai déjà répondu à cette question dans un épisode, je ne la mettrai pas dans le suivant, donc elle restera en arrière. Des gens m'ont envoyé une question en 2024 sans réponse à ce jour. Super épisode spécial sur 100 questions, la première est d'Andrev Z. Kako, ça va? Oui, et toi? Est-il possible de changer le réceptacle de l'âme d'un Horcrux après qu'il ait été créé? J'adore ta chaîne, merci pour l'affection, merci pour la question. Ce n'est pas possible, il n'y a aucune information officielle à ce sujet, mais je vais déjà trancher ici. Il n'est pas possible de transférer, du moins dans rien de ce que l'on voit dans le monde des sorciers, dans aucune information. On ne peut pas transférer l'âme d'un Horcrux déjà créé, c'est impossible. Flora, alloué, salut, Kako. Si Voldemort n'avait pas essayé de capturer la pierre philosophale, Nicolas Épernel auraient pu vivre éternellement. La pierre philosophale a-t-elle une limite de temps? Coucou à mon groupe, Harry Potter. Always, on adore ton travail et t'admire beaucoup. Un grand salut, une grosse bise à toute la bande du jeu de rôle Always. Merci pour ta question, Flora. Et voilà, non, tant que Nicolas et Pernel consommaient l'élixir de vie, ils allaient continuer à vivre. Le problème, c'est est-ce qu'ils allaient continuer? Ils voudraient continuer, ayant vécu près de 700 ans. Je pense qu'un jour, ils le diraient eux-mêmes. Ah, ça suffit, il n'y a aucune limite imposée par la pierre philosophale, du moins à notre connaissance. Si une existe, elle n'est pas mentionnée. Et la prochaine question vient aussi de Flora, de Always, et elle a dit « Salutations Tekako ». Nous, de Always Jeux de rôle, aimerions savoir quelle méthode contraceptive les sorciers utilisent. Nous nous demandions s'il existait un sort ou une potion. Bien à vous, merci de faire vivre le monde magique, votre travail est brillant. Merci encore Flora. Sur la méthode contraceptive des sorciers, il n'existe pas d'informations officielles. Je ne sais pas si c'est une question, une préoccupation qu'ils ont ou s'ils sont simplement comme ça. Bon, on va avoir un enfant, alors on va faire un enfant. Et voilà, c'est tout, il n'y a pas de problème. Non, je ne sais pas s'ils ont ça, non. J'imaginerais, je ne sais pas, une potion, quelque chose, non, pour prévenir, je ne sais pas vraiment. Nous n'avons pas d'informations officielles à ce sujet, et c'est une question intéressante, qui malheureusement n'a pas de réponse. Je me rappelle d'un mème disant « Le plus irréaliste dans Harry Potter, ce n'est pas la magie, mais une école remplie d'adolescents, et qu'il n'y ait aucun cas de grossesse non désirée. » Et là, quelqu'un a répondu « Ah, ils ont un fœtus délétos là-bas. Les gens sont vraiment créatifs. » Raphaël de Castro, Kako, tout va bien pour toi et ta famille. J'admire ton travail. Tout va bien, merci. Et toi? Alors, sait-on où les professeurs restent à Poudlard quand ils ne donnent pas cours, une salle des professeurs ou quelque chose comme ça? Et à propos de leurs appartements, j'imagine comment devrait être la chambre de Severus et de Minerva. Alors, quand ils ne donnent pas cours, ils sont dans la salle des professeurs ou quelque part à Poudlard, mais il y a bien une salle des professeurs. Elle figure plusieurs fois dans les livres. Selon les producteurs, la série montrera aussi la salle des professeurs. Maintenant, à propos des appartements, c'est là qu'ils dorment, n'est-ce pas? Parce que Poudlard est un internat, donc oui, ils dorment là-bas, on ne sait juste pas à quoi ressemblent ces appartements. Comment ils sont vraiment. Pour Severus Rogue, j'imagine un lieu aux rideaux fermés, sans lumière du soleil. Et une odeur un peu, tu sais, cette odeur de vieille chambre, c'est comme ça que j'imagine celui de Severus Rogue, c'est un peu cette ambiance-là, non, la sienne. Question suivante de Mété. Salut Kako, j'ai une question sur la potion polynectar. Il est vrai qu'une gorgée change une personne pendant 1 heure, mais boire toute la bouteille pour rester transformé des heures ne serait-il pas plus simple? Dumbledore a dit que le faux Maugré devait en prendre chaque heure à heure fixe. Je ne sais pas si une gorgée équivaut à 1 heure précise, je ne crois pas, du moins je ne m'en souviens pas. Je pense que pour la potion polynectar, comme pour d'autres potions, il ne faut pas en prendre trop d'un coup, car cela peut être toxique. La propre Félix Félicis, si t'en prends en grande quantité, elle a un effet secondaire qui peut être mauvais, tu comprends. Donc c'est peut-être pour ça que la personne en prend petit à petit,
comme dans le cas du faux Maugré, tu vois, qui était Barthélemy Croupton Jr. C'est pour ça qu'il en prenait toutes les heures pour garder l'apparence et ne pas tout prendre d'un coup. Pour éviter, par exemple, une diarrhée de polynectar, ce qui serait sûrement le moindre des soucis possibles. Chêne noix de paix, dit Caco, tout va bien. Et toi, en considérant ta personnalité et tes préférences, si tu étais élève à Poudlard, peu importe l'année. En dehors du trio principal, avec qui aimerais-tu le plus être ami, sortir et pourquoi? Je t'embrasse ainsi que ta famille. Merci pour ton affection, mon cher. J'aimerais vraiment être ami avec Carlinhos Weasley, Fred et George. J'aimerais aussi être ami. J'aimerais vraiment être ami avec Tonks, mec avec Tonks. J'aimerais être ami. Mais je pense aussi que j'aimerais beaucoup être ami avec les maraudeurs. Tu sais, en faire partie des maraudeurs là-bas, tu vois. Je pense que j'aimerais beaucoup. Je pense que ce serait vraiment cool. Waouh, si j'étais un maraudeur, je rendrais vraiment la vie de Severus Rogue infernale. Avec James et Sirius, les gars qui sont fans de Severus Rogue, je plaisante, hein. Mec, Mauricio Coelho dit, Caco, ça va? J'admire beaucoup ton travail, félicitations, merci beaucoup mon cher. Dans toute l'histoire, on dit et on répète à quel point Poudlard est sûr. Tu vois le genre, non? Il l'a affirmé malgré des faits contraires. Si Poudlard est si sûr, comment Sirius accède-t-il si facilement à la poudre de cheminette de l'école? Poudlard est-elle vraiment la plus sûre? Mais chaque année, Harry manque de passer l'arme à gauche, non? Les pauvres, en fait, je vois Sirius utiliser le réseau de poudre de cheminette surtout comme moyen de communication plutôt que comme accès. Je pense que Sirius ne pourrait pas se déplacer physiquement via le réseau de poudre de cheminette. Pour la communication, comme il l'utilise, bah ça va. C'est une faille de sécurité, certes, mais je connais le réseau de poudre de cheminette. Les directeurs y ont vraiment insisté. Elle n'est pas connectée pour permettre le transport, tu comprends. C'est juste pour la communication, dit Kako? D'accord. Ma question. Quelle est la plus grande douleur possible dans le monde des sorciers? Un grand salut à toi et à ta famille. Samuel, merci mon pote. Merci pour ton attention et ta question, mec. La plus grande douleur du monde, que ce soit chez les sorciers ou ailleurs, c'est sans aucun doute une colique néphrétique. Tu en as déjà eu, non? Moi, j'en ai déjà eu plusieurs fois même. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ma petite bouteille d'eau ici. Mon petit rein gauche commence même à donner un petit signe de calcul, là, tu vois. Blague à part, la douleur au rein, c'est vraiment l'enfer, mais je pense que c'est comme le sortilège de Doloris, une douleur magique, le sortilège de Doloris. Sinon, c'est vraiment la douleur au rein. J'adore votre créativité dans les discussions, parce que, regarde ça, Raphaël. Paraflica, je ne sais jamais comment lire le nom de cette personne qui envoie ces questions. Elle met toujours son nom comme ça. Je ne sais pas si c'est Raph-L-C-A. Raflica. À quelle maison de Poudlard? Silvio Santos serait Caramignolas selon moi. Alors j'ai demandé. ChatG.pt l'a dit. Pouf souffle comme premier choix, loyauté, patience et travail acharné. Gryffondor comme deuxième choix, courage et audace. Juste pour résumer, la réponse est plus longue, mais je commande plus. Quand la vidéo sortira, mec, je pense honnêtement que Silvio Santos serait à Serpentard. Tu sais pourquoi? Il était ambitieux, non? Il a bâti un véritable empire à SBT et ce n'est pas péjoratif quand je dis ambitieux. Construire quelque chose d'aussi grand exige ambition et travail, donc je pense qu'il était très ambitieux. Je le mettrai à Serpentard. D'accord, Pedro Diaz dit Caco. Et toi? J'ai une question. Si le gardien du secret meurt, qu'est-ce qui se passe? Faut-il en trouver un autre? Ou le sort continue-t-il à fonctionner même si le gardien est mort? Cette question est vraiment intéressante, mec. Parce que, en fait, quand le gardien du secret meurt, la personne à qui il a confié le secret devient le nouveau gardien du secret. Mais si le gardien du secret meurt sans l'avoir révélé à personne, alors le sortilège se dissipe, il perd de sa force, il faut trouver un autre gardien. Honnêtement, nous n'avons pas de réponse officielle, mais je pense que le sortilège se dissipe. Parce que si tu ne l'as pas transmis, si le gardien du secret n'a pas transmis le secret à une autre personne, il ne peut pas y avoir un autre gardien du secret. Et le truc, le cœur du sortilège Fidelius, c'est de garder le secret à l'intérieur d'une âme vivante. Tu comprends, le sortilège Fidelius enferme un secret qui reste protégé dans l'âme de la personne. Si la personne meurt, son âme passe à un autre stade de l'existence, tu vois, elle va dans l'au-delà. Je pense qu'il y a deux options. Soit le sortilège reste, persiste, et personne ne le découvrira jamais. C'est soit l'emplacement, soit le secret lui-même. Les protégés seront toujours protégés, ou bien le sort finit par être annulé. Pour moi, ce sont ces deux options, tu vois. Mais vous, moquez, qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez qu'il est plus probable que le sort soit rompu ou qu'il reste vraiment renforcé? Là, personne ne peut le découvrir car le sort continue,
même si certains s'arrêtent à la mort du lanceur. Ici, le gardien du secret n'est pas le lanceur. C'était un exemple. Lucas Araujo a demandé « Salut Kako, ça va? Oui, et toi? J'ai lu les livres et vu les films récemment. Tes réponses clarifient de nombreuses questions. Merci mec, c'est moi qui te remercie. Bravo pour ta chaîne et pour éclairer les zones d'ombre des livres. Tout l'honneur est pour moi. J'ai eu une impression à propos de Sévère et j'aimerais connaître ton avis. Mon impression, c'est que le Seigneur des Ténèbres le respectait d'une certaine manière. Il a même envisagé, même brièvement, la demande d'épargner Lily alors qu'il a tué James sans hésiter. Au final, tout ce qui s'est passé après, c'était à cause de Sévère ou je me trompe. Ce n'était pas juste à cause de lui, mais ça a sûrement beaucoup compté, non? Tous les événements dans Harry Potter, ce sont la combinaison de plusieurs conséquences, de plusieurs actes, n'est-ce pas? Dans ce cas, Voldemort n'a appris la prophétie que grâce à Sévère aussi. Donc en fait, il y a plusieurs facteurs qui mènent à tout ça. C'est certain, c'est un des facteurs ayant permis à Harry de survivre. Lily a survécu grâce au choix qu'elle a fait, influencée par la demande de Sévère à Voldemort de l'épargner, c'est incontestable. Clondis Cardozo dit « Kako, ça va? Et toi? Je suis fan de Harry Potter depuis mes 9 ans et je relis les livres. Ta chaîne fait un excellent travail. Merci beaucoup. » Ma question concerne le sortilège Flipendo, qui apparaît dans les jeux. Quelle est sa fonction et est-ce qu'il est déjà apparu dans les livres? Félicitations à ta famille, Amitié Lufano. Une grosse accolade à toi et à toute la bande de Poussoufles. Flipendo classique, n'est-ce pas? Ceux qui ont joué au jeu Harry Potter se rappelleront du Flipendo, qui n'apparaît pas seulement dans les jeux. Il a ensuite été canonisé et apparaît dans la pièce Harry Potter et l'enfant maudit, l'enfant maudit. Il apparaît aussi dans Hogwarts Legacy et le Flipendo, ainsi que dans les premiers jeux sur PlayStation et PC. Il avait une fonction un peu générale qui était d'infliger des dégâts aux choses, n'est-ce pas? Tuer des créatures et tout ça. Dans Hogwarts Legacy, il a reçu une nouvelle apparence et il en a un. Flipendo produit un effet tournoyant. La cible tourne, est renversée et tombe en tournant. Tu comprends? Un de ces trophées est nécessaire pour obtenir le platine dans Hogwarts Legacy. Lancer un Flipendo sur une vache gratuitement et au hasard, la fait tourner, la pauvre. En résumé, voilà l'utilité du Flipendo, Soma Cruz Lucina. Tu voulais aussi savoir comment les sirènes ont été créées. Il n'existe qu'à un seul endroit. Ils peuvent attaquer les moldus, ils attaquent les sorciers si on passe près d'eux. Très bonne question. L'origine des sirènes remonte à la Grèce antique. On ignore comment elles ont été créées, ce sont simplement des créatures apparues là-bas. J'apprécie appliquer la théorie de l'évolution à la magie. Les créatures sont apparues avec la formation du monde, incluant les sirènes. Elles ont sûrement apparu ainsi, comme les centaures ou d'autres êtres, tels que les lutins. De plus, ils ne vivent pas tous au même endroit. Il y a des sirènes d'eau douce, des sirènes d'eau salée, celles d'eau chaude, d'eau plus chaude. Ce sont ces sirènes plus belles des contes de fées. Celles d'eau froide ressemblent davantage à ce qu'on voit dans le lac. Là, lors de l'épreuve du tournoi des 3 sorciers, elles ont une apparence un peu plus laide et tout ça. Mais ils attaquent seulement s'ils sont dérangés, tu vois. Ils n'attaqueront pas sans raison. C'est une civilisation très pacifique, mais s'ils sont en danger, ils vont certainement se défendre. Raphaël Gonçalves. Kako Beleza, bravo pour ton travail, c'est la meilleure chaîne Harry Potter, merci beaucoup. La protection de Liliane n'a marché que parce que Voldemort lui a laissé le choix de vivre. D'accord. Alors comment Harry a-t-il aussi réussi à réaliser cette protection, étant donné que Voldemort ne lui a jamais donné cette option? C'est là la question. Ce n'est pas une question d'option, ce n'est pas le point. Tu as raison de dire que Lily a pu protéger grâce à l'option de survie offerte par Voldemort. Le point, ce n'est pas que quelqu'un donne l'option de survivre, mais qu'elle existe. Voldemort n'a pas laissé à James ou Lily la possibilité de survivre. Il a dit « Je veux juste tuer Harry, pas toi ». Mais elle a choisi de mourir quand même. Dans le cas de Harry, ce n'est pas Voldemort qui lui donne le choix, car cela dépend de la personne qui a le choix, pas de celui qui l'offre. Harry n'avait absolument pas besoin de se livrer, il aurait pu voir les souvenirs dans la pancine et dire quoi? Je vais me livrer, je vais me casser mon pote, que ces gens-là se débrouillent, littéralement, qu'ils se battent eux-mêmes. Il a choisi de se livrer, il aurait pu s'en abstenir, mais c'était sa décision. Voilà la question. Ce n'est pas Voldemort qui lui donne le choix de survivre, c'est qu'il a le choix de ne pas se livrer à la mort.
mais il se livre quand même, il choisit la mort. Pour protéger les autres, tu comprends? C'est pour ça que ça fonctionne? Prochaine question de Monsieur Roldiniops, qui a disparu. Ah, c'est une blague, Kako. Ça va, et toi? Je suis fan, j'adore ta chaîne, hein, je te suis depuis la parodie de celui-là, un de Harry le méchant. Ça fait longtemps ici, mec, je suis en train d'ensorceler. Tout le monde s'en souvient, c'est pour les vrais, je crois qu'elle n'est même plus sur la chaîne. J'ai supprimé ces trucs un peu honteux, c'était une parodie de cette chanson. Voici ma question. Les sorciers peuvent-ils naître avec des conditions génétiques considérées comme moldues, comme le syndrome de Down, Williams, Edwards, cri du chat, entre autres choses? Mec, je crois que non. Et sur quoi je me base pour affirmer ça? Il existe un texte sur les maladies et handicaps dans le monde des sorciers, expliquant clairement que les sorciers sont concernés. Ils peuvent être touchés par des maladies courantes, par des conditions courantes, oui, mais elles sont facilement guéries, inversées et résolues grâce à la magie. Qu'est-ce qui arrive aux sorciers dans ce cas-là? Si un sorcier, je ne sais pas, développe un cancer, prenons cet exemple un peu bête ici, si le sorcier développe un cancer malin. Mais c'est un truc de moldu, tu vois. Il se soigne avec la magie. Maintenant, si un sorcier a une maladie qui a une origine magique, là, ça devient plus compliqué. Il ne va pas pouvoir simplement se soigner avec la magie. C'est pourquoi certains sorciers, comme Alastor Mowgli, n'ont pas de membres. Il a perdu des membres, une jambe et un œil à cause de sorts maléfiques. George aussi a perdu une oreille à cause d'un sort des ténèbres. Le sort Sectum Sempra de Severus Rogue est irréversible, tu comprends? Il ne peut pas récupérer une oreille. Si un sorcier perd un bras à cause d'un couteau de moldu, pourra-t-il le faire repousser ou le remettre en place? Je ne sais pas s'il va guérir. Donc, tout ce qui est de nature mondaine, de nature moldue, ils vont réussir à guérir. Ce qui est de nature magique, ils ne vont pas toujours réussir à guérir. Ils pourront peut-être guérir, mais il faudra des moyens magiques pour ça. Tu comprends? Un sorcier n'attrape pas la grippe, car il n'a rien de tout ça. Gabriel Balestrin. Salut Kako, bravo pour la chaîne, merci, à bientôt. Une chouette ou un elfe de maison peut-il trouver quelqu'un caché par le Fidelius? C'est compliqué, car les elfes ont leur propre magie. Si un elfe peut transplaner dans la grotte de l'Orcrux, pourtant protégée, ou si Dobby transplane au manoir Malfoy malgré les sortilèges, personne n'y arrivait. Peut-être qu'ils peuvent, mais ce n'est qu'une supposition. On ne peut se fier qu'à ces informations, ils ont une magie différente. En les voyant entrer et sortir d'endroits inaccessibles aux sorciers, je ne peux pas te garantir une réponse certaine. La question reste ouverte. Les hiboux, eh bien, les hiboux peuvent trouver des sorciers n'importe où. Mais si le sorcier ne veut pas être trouvé, le hibou ne le trouvera pas. Donc les hiboux, je pense qu'ils peuvent peut-être aussi trouver. Ici, le hibou ne parle pas, il ne révèle rien, tu comprends? C'est le moindre risque. L'elfe pourrait présenter un risque plus grand, bien que l'elfe non plus ne pourrait pas révéler l'emplacement du lieu. Parce que seul le gardien du secret peut vraiment le faire, que ce soit une personne ou un elfe. Même en connaissant l'endroit et en pouvant y aller, elle ne peut ni le dire ni l'écrire. Le sort l'en empêche. Peut-être, et c'est un grand peut-être, je vais laisser cela en réponse car il n'y a pas de réponse officielle. D'ailleurs, c'est ça l'intention de cette discussion. C'est d'échanger des idées, de discuter, d'essayer de comprendre, de spéculer. Je ne vais pas répondre à toutes les questions ici avec 100% de certitude, ni tout résoudre. Ce n'est pas ce qui va arriver. Certaines choses ne sont pas officielles, donc je ne peux pas juste dire « ce n'est pas ça, c'est fini ». Tu comprends? On cherche un dénominateur commun ici, moi en parlant et vous en étant d'accord ou non, n'est-ce pas? C'est justement l'objectif de la discussion informelle. Certains nouveaux arrivent et ne parlent pas. Ah, il n'a pas répondu. Oui, si je n'ai pas la réponse, je ne vais pas l'inventer, n'est-ce pas? Je suis honnête. Je veux être 100% honnête avec vous. Toujours, vous. Si je ne connais pas la réponse, on spécule à partir de l'univers établi, non? Sinon, on dit voilà, c'est une supposition ou c'est officiel. Sinon, ça ne sert à rien. La prochaine question est de Bilupin. Salut Kako, merci beaucoup. J'ai perdu mon père et tes vidéos m'ont soutenu. Maintenant, la question. Les animaux et les créatures sont-ils capables de voir les sombrales? Bilupin, tout d'abord, je voudrais te dire que je suis désolé pour ta perte. Et si je peux me permettre, avec tout le respect du monde, si je peux paraphraser ici une phrase de Harry Potter, ce serait « Ceux qui nous aiment ne nous quittent jamais vraiment. Ils peuvent
toujours être trouvé ici dans notre cœur. Une grande accolade, un bisou, merci pour ton affection. Je suis heureux que, d'une certaine manière, le chaudron baveur ait servi de réconfort pour toi dans les moments difficiles. J'espère pouvoir t'accompagner aussi dans les bons moments et je serai toujours là. Maintenant, pour répondre à ta question. Les créatures et les animaux sont-ils capables de voir les sombrales? Je pense que par être, j'entends les centaures, les elfes, les gobelins. Ils ont une intelligence similaire ou supérieure à celle des êtres humains qui possèdent une compréhension des choses. Peut-être que ceux-là voient peut-être maintenant des animaux comme un chien. Par exemple, je ne sais pas s'il aurait une raison de voir. Le sombral, c'est surtout une question de compréhension, non? Si quelqu'un a été témoin d'une mort, en a compris le sens et l'a assimilé, alors il voit un sombral, non? Je ne sais pas si un chien a besoin de passer par ce processus de compréhension, ou je ne sais pas, n'importe qui, j'utilise juste un chien comme exemple, d'accord? Peut-être qu'il voit sans avoir besoin de comprendre ou de voir la mort, parce que les animaux sont très purs, non? Je pense que la question de voir les sombrales liées à la compréhension demande un traitement plus approfondi. Pour ceux qui sont capables de synthétiser, de raisonner, pas seulement de raisonner, mais de traiter, cette compréhension valait un grand bisou. Nox 2187. Salut Ukako, ça va? Et toi? Même si ce n'est pas dit dans les livres, penses-tu qu'une baguette pourrait avoir plusieurs noyaux ou types de bois? Je sais qu'un noyau unique et le bois sont essentiels à l'individualité de la baguette. Mais est-ce possible? Écoute, possible, peut-être que ça l'est, mais est-ce que ce serait recommandé? Est-ce que les noyaux n'apporteraient pas un certain conflit? Pour la production de la magie, pour canaliser la magie avec cette baguette, deux types de bois, trois, quatre, peut-être que c'est possible. Maintenant, à quel point cela serait-il stable? À quel point cela serait-il recommandé? Je le répète, ce n'est qu'une spéculation de ma part. Peut-être que c'est possible, peut-être qu'il n'y a aucune information, du moins à ma connaissance, pas que je me souvienne, il n'y a aucune information. En bois différents, avec deux bois différents, deux cœurs différents, dans la même baguette. Mais peut-être que c'est possible, ce n'est simplement pas recommandé. Bethania Mendès a demandé: tout va bien, et toi? Pourquoi Dumbledore n'a-t-il pas lui-même enseigné la défense contre les forces du mal au lieu de laisser le ministère choisir? Considéré comme l'un des plus puissants contre les forces du mal, excellente question, très pertinente. Et ma réponse va être tout simplement que je n'en ai aucune idée. Enfin, c'est ce que je pense, d'accord? Je ne sais pas si Dumbledore aurait dû enseigner la défense contre les forces du mal à ce moment-là. Parce qu'il était là, concentré sur le retour de Voldemort, le retour de... Bon, d'accord, et donner des cours là-bas serait quelque chose qui aiderait, non? Parce que ça préparerait les élèves. Mais je pense que ça lui prendrait beaucoup de temps. Il devrait être présent là-bas, donner les cours, et cela l'empêcherait d'agir sur d'autres choses auxquelles il devrait peut-être s'occuper. Peut-être que ce n'est pas ça. C'est juste quelque chose que je pense comme ça, mais ça peut aussi être quoi? Peut-être qu'il a laissé faire, genre, ah, le ministère a choisi. D'accord, laissons le ministère choisir. Parce qu'il savait que ça allait mal tourner, il savait que ça, parce que Dumbledore, il travaille beaucoup. Avec cette histoire de vérité, il disait la vérité, Harry disait la vérité. Donc quand les gens font des bêtises, que le ministère fait des bêtises, ils mentaient, ils essayaient de manipuler. À un moment donné, ça finirait par éclater, alors il a laissé faire. Peut-être que c'était pour que la vérité éclate vraiment et qu'on prouve qu'ils avaient raison, tu vois. Peut-être que ça a été ça. Voilà. C'était une façon pour lui de montrer que le ministère avait tort sur cette question et ensuite d'essayer d'avoir plus de force pour lutter contre Voldemort. Mais ça, c'est du machisme, d'accord? Marcio Tullio Botelho a envoyé le message suivant. Salut Gako, ça va? Passe un salut aux gens de Pedra Azul, Minas Gerais. Un grand salut à tout le monde de Pedra Azul, Minas Gerais. Minas Gerais est un endroit que j'aime, la famille de ma femme y vient. Bisous à tous ceux de Minas Gerais qui regardent Chaudron Percé. Passons à sa question. J'aimerais savoir pourquoi les sorciers n'utilisent pas de sorts pour augmenter leurs attributs physiques, comme la force, la vitesse, etc. Et aussi, désolé, qui était le plus puissant? Dumbledore ou Godric Gryffondor? Merci Marco. Je ne comprends pas pourquoi les sorciers ne l'utilisent pas. Peut-être qu'ils ne veulent pas améliorer leurs attributs par la magie ou les sorts. Parce qu'au final, ils savent que le vrai pouvoir vient des connaissances qu'on acquiert, vient de l'entraînement qu'on a, n'est-ce pas? Rien ne s'améliore magiquement, surtout chez les gens. C'est personnel, non? C'est sans doute pourquoi ils ignorent qu'il est inutile d'attribuer quoi que ce soit
Une amélioration, n'est-ce pas? Qui était le plus puissant, Dumbledore ou Godric Gryffondor? On ne peut pas le savoir non plus, parce que ce sont des sorciers qui n'ont pas vécu à la même époque. Ce sont des sorciers qui sont nés avec presque 1000 ans de différence, n'est-ce pas? Donc Godric Gryffondor était un grand sorcier à son époque, et on sait très peu de choses sur lui, on en sait très peu comparé à ce qu'on sait sur Dumbledore. Cependant, si Godric Gryffondor était reconnu comme l'un des plus grands sorciers de son temps, ce n'est pas sans raison, n'est-ce pas? Tout comme Dumbledore, il était aussi connu comme l'un des plus grands sorciers de son époque. Peut-être même le plus grand sorcier de son temps, de son vivant. Donc on ne peut pas vraiment faire cette comparaison, en tout cas je suis très honnête mec, je suis très honnête, je n'arrive pas à faire cette comparaison. On n'a pas de référence, donc on ne peut pas savoir, tu vois, vraiment, on ne peut pas savoir. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Qui tu crois qui était le plus puissant? Laisse ton avis en commentaire et défends ton point de vue si tu veux. Le L-O-R-E-N-A. Salut Kako, ça va? J'ai une question. Existe-t-il des animagies aquatiques? Si oui, la personne transformée est-elle obligée de rester dans l'eau tout le temps où elle est transformée? En tant qu'animagus, pour ne pas mourir, j'ai fait le processus pour me transformer en animagus. Et je suis devenu un dauphin, je dois rester uniquement dans l'eau. Question intéressante, car les sorciers ne choisissent pas leur forme d'animagus. Donc oui, s'il est sorcier, animagus aquatique. Il doit rester dans l'eau, donc s'il ne reste pas dans l'eau et que la transformation est un animal qui dépend de l'eau, ça va être mauvais. Probablement que ça va être mauvais, non? Ce n'est pas une réponse officielle, car on n'a pas d'exemple, mais je pense que oui, car l'animagus se transforme en animal et il l'a. Il garde seulement sa conscience humaine en étant transformé. Il a l'apparence de l'animal, mais sa conscience reste humaine. Ma fille a ouvert la porte, a essayé de la fermer sans atteindre la poignée, puis est restée là. Mais s'il devenait dauphin, il n'y aurait pas de problème, car le dauphin est un mammifère qui respire de l'air comme nous. Il doit donc remonter à la surface pour respirer grâce à ce petit orifice. Si c'était un dauphin ou une baleine, ce serait tranquille, mais avec un requin, ce serait compliqué. Le requin est un vrai poisson, il respire différemment. Un dauphin, ce serait cool. La vie, LG Pitbull? A-t-il demandé. Salut Kako, ça va? Et toi? Le jour où Harry et Dumbledore rendent visite à l'ancien professeur Slughorn, et il dit qu'il n'a pas de préjugés contre les Némoldus, alors pourquoi le nom de sa famille apparaît-il dans les Sacrés 28, où tout le monde les considère comme des traîtres des Sacrés 28? Mais je sais que Horace a des préjugés contre les Némoldus. C'est comme penser que Neville a ce genre de préjugés. La famille Longbottom et les Weasley sont aussi listés là, alors qu'ils s'y opposent. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, tu comprends. Certains noms sont très empreints de préjugés, mais pas Slughorn. Edward Stack, salut un sorcier, ça va? Et toi? Dans l'ordre du Phénix, il est mentionné que Lily rentrait de Poudlard en faisant de la magie. Le fait que Pétunia ne se méfie pas de Harry entre les tomes 1 et 2 de Harry Potter n'a-t-il pas un lien avec cela? Grand fan, merci pour la chaîne et ton attention. Je vais essayer de comprendre ta question. Lily rentrait souvent de Poudlard en faisant de la magie. Le fait que Pétunia ne se méfie pas de Harry l'été entre le 2 et le 3, n'a-t-il pas un lien avec cela? Se méfier de quoi exactement? Entre les livres 1 et 2 pendant les vacances, après la première année de Harry à Poudlard, avant la seconde année. Je n'ai vraiment pas compris la question, mec, et je me sens un peu idiot à cause de ça. Ah, d'accord, j'ai compris, c'est bon, ok, maintenant j'ai compris. Tu es en train de dire que tu penses que ça a un rapport avec la vidéo, où je parle des choses qui n'ont pas de sens, non? Et là tu parles de Pétunia. Ne pas se douter que Harry ne pouvait pas faire de magie, non? D'elle, simplement de Walter, qui découvre ça dans la lettre et qui est surpris, d'accord? C'est un point, le fait qu'elle ait vu sa sœur faire de la magie. Ne pas se douter une seconde que Harry ne pourrait pas non plus. C'est un point, peut-être, peut-être. C'est ça? C'est ça que ta question voulait dire, non? Si c'est ça, alors d'accord. Ah, ça peut être un point, ça peut être un point. Très bien. Cayor. 273 dit Kako, ça va? Et toi? À Azkaban, le ministère confisque la baguette d'un sorcier. Il pourrait utiliser des sorts non verbaux ou gestuels pour se défendre contre les détraqueurs et attaquer les murs. Ou alors il y a un blocage pour faire de la magie ici. C'est sûr qu'Azkaban a des sorts de protection. Mais les sorciers, quand ils arrivent là-bas, ils deviennent tellement incapables, ils sont tellement affectés par les détraqueurs qu'ils deviennent impuissants. Ils deviennent faibles. Donc pour faire de la magie, tu sais, faire de la magie avec les mains, c'est déjà quelque chose d'extrêmement, extrêmement spécifique, extrêmement rare.
Dumbledore est l'un des rares à lancer des sorts sans baguette, et il doit sûrement y avoir des sorts là-bas. Donc c'est une combinaison de facteurs. Sirius lui-même, quand il a eu une motivation, il se transforme en Animagus sans baguette, donc quand il voit la motivation pour s'échapper, il se transforme en Animagus. Il passe par la cellule, et hop, il s'envole comme un cerf-volant. Manito a demandé ceci. Bonjour Kako, j'aimerais savoir si tu connais des livres illustrés de tous les livres de Harry Potter, et s'il existe un dessin animé basé sur les livres. Aussi, mon cher, il n'y a pas de dessin animé Harry Potter, mais seulement des livres illustrés. Il existe deux versions, celle de Jim Kay, un peu plus grande, et celle de Minalima, plus interactive. Elle est illustrée et s'est arrêtée au 5e livre. Le 6e sortira en octobre 2026. Minalima a illustré jusqu'au 3e livre, Le prisonnier d'Azkaban. Le 4e a été repris par un autre illustrateur, donc la collection continue sans Minalima. Donc il y a ces deux versions illustrées dont je me souviens, je pense qu'il n'y en a pas d'autres illustrées. Bien sûr, il y a des éditions différentes, mais pas avec des illustrations à l'intérieur, tu vois. Les éditions classiques nord-américaines ont seulement des illustrations de chapitres, rien de plus. Tu parles de Henry Potter, j'imagine? Salut Kako, ça va, Henry Potter. Je voulais savoir quelle scène des films tu détestes le plus et laquelle tu préfères, et aussi pour les livres. La scène que je déteste le plus, c'est Voldemort et Harry sautant de la falaise, puis Voldemort qui devient poussière à la fin, c'est vraiment la pire. Maintenant, la scène que je préfère dans les livres concerne aussi le film. D'ailleurs, la scène que je préfère dans le film implique aussi le grand Voldemort, c'est son retour dans la coupe de feu. Pour moi, cette scène est magistrale, c'est sans doute la meilleure de tous les films. C'est le retour de Voldemort, du cimetière jusqu'à leur départ. Cette scène est la meilleure. Mais pour les livres, c'est la pire scène. Je n'arrive pas à imaginer une pire scène des livres en ce moment. Une scène que j'aime vraiment beaucoup dans les livres. Ce n'est pas la meilleure, c'est dur de choisir la meilleure parmi tous les livres, mais j'aime beaucoup la scène où ils sont dans la grotte, Dumbledore et Harry dit « Ne vous inquiétez pas, directeur, on y est presque. » Dumbledore répond « Je ne suis pas inquiet, Harry, je suis avec toi. » Bon, celle-ci peut sembler simple, mais elle montre une évolution de l'histoire, une maturité de Harry et aussi de Dumbledore. Il avait ce pouvoir, cette capacité de, même en étant extrêmement puissant, il arrivait à rester humble, tu vois. Il arrivait genre « Je ne suis pas inquiet, je suis avec toi, Harry. » Franchement, c'est cool, c'est l'une de mes préférées. La scène préférée du livre, c'est que le truc avec la scène préférée du livre, c'est qu'elle n'a pas toujours le même contexte que la scène du film. Parce que dans le film, c'est très visuel. Donc, ce qui nous accroche dans la scène, du moins pour moi, ce qui nous accroche dans la scène du film, c'est un ensemble de choses. Celle du livre va être pour ce qui se passe, pour l'événement en lui-même, pour le dialogue, donc parfois ce ne sera pas quelque chose de si grandiose, tu vois. Enfin, mais je vais garder ce moment du livre. Maintenant, pour ce que j'aime le moins dans le livre, je n'arrive pas à en trouver. Ce que j'aime le moins. Ouais, je n'y arrive pas, mais voilà, merci. José Inocencio a créé le premier Horcrux, avant J.K. dans le feuilleton Renasser de 1993. José Inocencio? Bon, ce nom ne m'est pas étranger, laissez-moi voir ici. Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui suit les feuilletons. J'ai regardé La Viagem enfant dans Val a Penaver de Novo avec ma mère, j'adorais ce feuilleton. Dans Renasser, José Inocencio, patriarche, s'enrichit grâce au cacao. C'est bien lui qui possédait le petit diable dans la bouteille, non? Laissez-moi vérifier. José Inocencio conclut un pacte symbolique avec le Jequitiba, arbre sacré et gigantesque, convaincu que sa vie lui est liée. Tant que le Jequitiba sera debout, il sera aussi en vie. Cela devient presque une entité protectrice, un lien entre l'homme et la nature. Ah non, celui du petit diable, c'est un autre, n'est-ce pas? Le petit diable dans la bouteille, c'en est un autre. D'accord, tu parles de quoi exactement? José Inocencio a créé la première croix avant tout. Son âme était liée à l'arbre. Quoi a envoyé? Salut, ça va et toi? Pourquoi Harry n'a-t-il pas été expulsé de Poudlard pour avoir utilisé le sort Lumos? Alfonso Cuarón, tu vois ce que tu as fait? Tout le monde en parle, mais Le prisonnier d'Azkaban, le meilleur film, personne n'en parle. Personne ne mentionne que Cuarón fait faire un Lumos à Harry comme devoir à la maison, alors qu'il n'a pas le droit d'utiliser la magie hors de l'école. C'est une invention du film Paulo André Araujo. Salut Kako, ça va? En transfigurant un objet, il conserve ses caractéristiques d'origine. Pour les aliments, on pourrait transformer une nourriture saine en plat plus savoureux
sans perdre ses valeurs nutritionnelles. Quel serait le goût? Le prix? Difficile à dire, ce domaine reste inexploré. On sait seulement que la cinquième exception à la loi de Kempf interdit de créer de la bonne nourriture à partir de rien. Vous pouvez multiplier la nourriture, si vous avez la nourriture devant vous, vous pouvez augmenter la taille de la nourriture. Si vous avez la nourriture là, vous pouvez invoquer la nourriture. Si vous savez où elle est, vous ne pouvez pas créer de la nourriture à partir de rien, mais la transformer en une autre. Je ne sais pas si c'est possible ou si cela enfreint la loi, tu comprends? Et donc c'est un domaine très difficile à explorer, parce qu'on n'a pas d'informations à ce sujet, tu comprends? Mais c'est la nourriture. Ils conservent les objets transfigurés. Selon l'objet, ils gardent leur essence. Même si l'apparence change, l'essence reste celle de l'original. Salut Kako, ça va? J'ai recommencé à lire les livres récemment et j'ai eu un doute. Comment Hermione envoyait-elle des lettres à Harry et Ron sans chouette? Existe-t-il une location de chouette? Moldu, à plus tout le meilleur, félicitations pour ton travail, merci Dan, tranquille. Merci beaucoup mec, c'est ça? En réalité, Hermione n'avait pas de chouette, mais utilisait celle envoyée en réponse, non? Elle empruntait la chouette de Ron et aussi celle de Vigis. Et alors, après, mais comment faisait-elle quand elle voulait envoyer une lettre qui n'était pas une réponse? C'est un mystère. Si elle n'était pas à Poudlard, je ne sais pas comment elle faisait, mais à Poudlard, elle utilisait celle de l'école. Parce qu'on peut les utiliser. Les élèves peuvent emprunter les chouettes de la volière. Bruno Colis, salut. Kako. Comment va la future Poufsouffle? Katharina n'est pas une Poufsouffle, elle a dit qu'elle est serre d'aigle. Elle affirme appartenir à la Maison Bleue. Voyons combien de temps ça dure. C'est assez haut. J'ai deux questions personnelles. Si le croque-mitaine te voyait, en quoi se transformerait-il? Et dans le miroir du Rized, que verrais-tu? Le croque-mitaine, sans aucun doute. N'importe quoi de mauvais arrivant à ma fille, n'importe quoi de mauvais concernant ma fille, la famille, vraiment, c'est sûr, vraiment. Genre, eh bien, madame. Weasley, tu sais maintenant, le miroir du Rized est compliqué, car je suis très heureux. Mais j'ai des rêves et j'ai des objectifs. Mais je ne sais pas si ces objectifs, ce seraient des désirs si forts qu'ils apparaîtraient dans le miroir du Rized, tu comprends? Le miroir du Rized, il exprime le désir le plus profond du cœur, mais d'une façon peut-être inaccessible. D'accord. Ron a un désir simple, être reconnu, devenir capitaine, tenir la coupe des maisons, obtenir une certaine reconnaissance, tu vois, parce qu'il était toujours éclipsé par ses frères. Là, il vivait dans l'ombre de Harry. Non, peut-être qu'il apparaîtrait, je ne sais pas. Moi, je voulais. Un grand rêve que j'ai, c'est de construire ma propre maison. Tu sais exactement comme on veut, comme moi et ma femme, comme on en rêve, comme on l'imagine. Pour laisser à Katharina, ou même faire quelque chose pour Katharina, ce serait quelque chose dans ce sens-là, tu vois, quelque chose dans ce sens. Et vous, à quoi ressemblerait votre croque-mitaine et que verriez-vous dans le miroir du Rized? Pour moi, Gigi Lovegood a dit « Salut Kako, ça va ?» Oui, et toi? Moi aussi. Il a déjà répondu. Regarde, il envoie. Une semaine après, la deuxième vidéo des 100 questions, voyons quand ça va être répondu. Regarde, la deuxième vidéo des 100 questions est sortie. Si je ne me trompe pas, en février 2025, si je ne me trompe pas. Mais allons-y, c'est en train d'être répondu maintenant, en 2026. Dans l'univers de Harry Potter, qu'est-ce qui t'a le plus laissé perplexe? Genre quelque chose qui a mis du temps à avoir du sens, qui a été difficile à comprendre, qui a nécessité plus d'études. Écoute, ce n'est pas que j'ai mis du temps à comprendre, mais je n'ai pas compris. Dès le début, j'ai relu ce passage plusieurs fois, comme Nazaré à faire des calculs. C'était ce truc de protection par le sang pour Harry à la fin, le fait qu'il ne meure pas, et comprendre le concept de maître de la mort. Ça aussi, je pense que c'était le plus... Je ne dirais pas celui qui m'a le plus embrouillé, mais c'est celui que je n'ai pas compris. Ce n'est pas quelque chose que j'ai compris tout de suite, genre en lisant. Au moment où je lisais, je n'ai pas compris tout de suite. Non, j'ai fait... Attends, j'ai dû m'arrêter pour réfléchir. Et genre, ça a du sens. Ok, c'était ça. Gigi ici encore, hein, tu vois, Gigi, Lovegood, Gigi, Kako, c'est encore moi avec une question de quelqu'un qui est nul en génétique, d'accord? On est deux. Si la magie peut sauter des générations, il y aurait la possibilité que Duda soit né sorcier. Pas seulement lui, mais aussi ses descendants. Un petit-fils, par exemple. Mec, il y a cette possibilité, c'est exactement comme ça que la magie fonctionne. Il y avait cette possibilité selon J.K. Rowling. Elle a même dit qu'elle avait l'idée que le fils de Duda soit un sorcier. Ce serait vraiment cool. Elle avait cette idée que le fils de Duda soit un sorcier. Elle a dit que le gène magique était chez Pétunia, s'est manifesté chez Liliane, mais pas chez Pétunia.
Pourtant, Pétunia portait ce gène, non? Et il est passé à Duda. Dans ce cas, elle a dit qu'aucun gène magique ne survivrait au contact de l'acide désoxyribonucléique de Walter Dursley. Donc c'est pour ça que Duda, elle a changé d'avis par rapport au fils sorcier de Duda. Mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Bruno Collet, le voilà encore. Salut du Caco. Tout va bien, tout va bien. C'est toi, Caco. Ça fait des années que je veux savoir comment c'est exactement. Le cours d'arithmancie, c'est comme les mathématiques des moldus. Comment c'est exactement, quel est l'objectif du cours et qu'est-ce que les élèves apprennent exactement. Mec, l'arithmancie, c'est plus ou moins un... Elle a un côté qui n'est pas de la divination, d'accord? Mais c'est une question de probabilité, c'est à travers les nombres, tu vois, c'est une histoire de probabilité. En arithmancie, ils étudient les propriétés magiques des nombres. Par exemple, comment les motifs numériques influencent les choses, les probabilités à travers les nombres. La relation entre nombres, nom, date et événement est assez mystique, mais bien fondée, contrairement à la divination qui reste vague. Emerson Felipe dit, Caco, ça va, et toi? Félicitations pour ton travail, merci beaucoup mon cher. Je n'ai jamais lu les livres. Et ma question est, comment Regulus Black a-t-il découvert le secret de l'Horcrux et où le médaillon était-il caché? Mec, Regulus Black découvre. Quand le monstre a fini de faire putz, c'est toute une histoire. Je te conseille de regarder la vidéo sur le monstre, elle est dans l'affiche. Je vais résumer brièvement. Voldemort demande à un partisan de lui prêter un elfe de maison pour une expérience. Et Régulus accepte. Mais quand le monstre arrive, Voldemort le laisse mourir. Après avoir bu la potion là-bas et avoir été torturé, sauf que Régulus lui a donné un ordre très clair. Fais ce que le Seigneur des Ténèbres t'a demandé. Après que tu aies fini, rentre à la maison. Et alors, la créature a transplané hors de la caverne où était caché l'Horcrux. Après avoir fini sa tâche, Voldemort l'a laissée pour morte. Mais il ignorait que l'elfe, doté d'une magie différente, pouvait s'échapper. Il s'échappe, transplane chez lui et raconte tout à Régulus, qui n'était déjà plus le même et regrettait déjà d'être mange-mort. Et donc la créature lui raconte tout, et alors il décide d'essayer de détruire Voldemort. Et donc il va dans la grotte avec l'elfe l'emmène là-bas, et là il trouve le médaillon, il le duplique, et en fait un faux, qu'il remet à sa place. Il boit la potion à la place de la créature qu'il avait déjà bu et souffert, puis reste pour mourir. Il dit à la créature de partir et de tout faire pour détruire le médaillon. Voilà comment ça se passe. Emerson Felipe pose une autre question, il dit « Caco, d'accord, quels sont les mange-morts les plus puissants et quels sont les aurores les plus puissants ?» Mec, la question de puissance est vraiment très relative. Nous avons des mange-morts très dévoués comme Berto Croft Jr. qui était d'un niveau bien supérieur. Bellatrix aussi, n'est-ce pas? Maintenant, les aurores, eh bien, Alastor Maugrey, sans aucun doute, est l'aurore le plus célèbre, le plus reconnu de tous les temps. La puissance ne se mesure pas vraiment, comment peut-on l'évaluer, mec? Dans Harry Potter, c'est leur puissance, mais elle ne se limite pas à la magie. C'est leur étude, leur apprentissage, leur entraînement et leur dévouement. Dans Harry Potter, le pouvoir des sorciers vient de cela, pas simplement de la naissance. Certains ont plus d'aptitude pour certains types de choses, et d'autres ne développent pas aussi bien, d'autres non. Mais les aurores, les plus. Comme ça, bien sûr, Alastor Maugrey, laisse-moi voir qui d'autre. Kingsglaive Shacklebolt et Tonks, une métamorphomage, étaient d'excellents aurores. Il y avait aussi les mange-morts. Je pense que c'est ça, Bellatrix et Berto Croft Jr. Et je crois aussi que Dolohov était très bon. Vraiment, il était très compétent. Amandaris a posé la question suivante. Salut Caco, j'admire beaucoup ton travail. Tes vidéos sont géniales. Merci ma chère Caco. Si le croc du basilic détruit les Horcruxes, pourquoi la partie de l'âme de Voldemort qui vivait en Harry ne meurt-elle pas dans la chambre des secrets quand il est blessé? Bisous à Katharina, elle est très mignonne, merci pour l'affection. Et c'était la première question à laquelle j'ai répondu dans le tout premier épisode de Papo Furado. Vous y croyez? De cette chaîne, il y a des années, c'était la première à laquelle j'ai répondu et j'y ai déjà répondu plusieurs fois, mais ce n'est pas grave. Il est normal d'avoir des questions répétées dans Papo Furado, surtout avec 5 questions. Si je ne me souviens pas de celles déjà posées, imaginez-vous, pour détruire l'Horcrux, Harry devait mourir. Comme il a survécu grâce au phénix, il est resté en vie. L'Horcrux n'a pas été détruite. Pour cela, il faut que son réceptacle soit irrémédiablement détruit. Tu comprends, quand une Horcrux est détruite, dans les reliques de la mort, quand Voldemort lance un Avada Kedavra sur Harry, ce dernier meurt et peut choisir de revenir ou non. C'est pour ça que l'Horcrux a été détruite. À ce moment-là, Harry revient et choisit de continuer parce qu'il était coincé. La vie.
Mais c'est pour ça, Valérie a demandé « Salut Kako, ça va ?» Nous savons que les détraqueurs sont la personnification de la dépression. Alors, en suivant cette logique, les obscurus pourraient-ils aussi être une personnification? Comme certains troubles mentaux liés à des traumatismes peuvent provoquer des crises, comme pour Ariana, c'est une bonne analogie et observation. Il est possible que ce soit le cas. Nous n'avons rien d'officiel. Pour les détraqueurs, une déclaration officielle existe. L'auteur a dit qu'il symbolise la dépression. Papa, les obscurus. Il a vraiment cette vibe, n'est-ce pas? Mais on n'a rien d'officiel sur ce qu'il représente. Mais c'est une interprétation très cohérente, a dit Babi Ampazi. Salut Kako, j'espère que tout va bien. Je suis avec toi et ta belle famille. Un bisou pour vous. Petit cœur violet, un bisou pour toi. À toi aussi. Je voulais savoir comment les loups-garous sont représentés dans Harry Potter, leur apparence, s'ils sont des êtres ou non, et s'il est possible que quelqu'un soit transformé en vampire. Tout comme les loups-garous sont représentés. L'apparence du loup-garou dans les livres est très similaire à celle d'un loup ordinaire. Il a quelques petites différences, comme un museau un peu plus court, des yeux un peu plus grands, n'est-ce pas? Plus humains, les yeux sont plus humains, ce sont quelques-unes des caractéristiques. Maintenant, ils sont considérés comme des êtres. Il y a aussi la question de la division des bêtes. Le loup-garou, est-ce un être ou un animal? C'est d'ailleurs soulevé au début du livre Les animaux fantastiques. Pendant 30 jours, il est ordinaire, puis en une nuit, il devient une bête incontrôlable. Qu'est-ce qu'il est et comment définir le loup-garou? Il s'insère dans la division des bêtes, mais éthiquement, il est vu comme un être. Les vampires aussi, c'est autre chose, c'est un autre sujet qu'on a très peu exploré dans l'univers de Harry Potter. Je pense que oui, les vampires peuvent transformer d'autres êtres en vampires. Parce que l'auteure elle-même a dit qu'elle n'avait pas grand-chose à ajouter au folklore des vampires en les amenant dans le monde des sorciers. Parce que c'était déjà très riche, c'était déjà quelque chose de très bien établi. Donc on peut croire que les vampires suivent plus ou moins le modèle des histoires qui existent déjà. Tu vois? Donc peut-être bien. La prochaine question vient de Gigalette qui dit « Kako, j'adore ton travail, merci beaucoup. Kako, un couple de sorciers des ténèbres, s'ils devenaient mutuellement leurs Horcruxes, ils seraient immortels, car aucun ne pourrait mourir avant l'autre. Écoute, ils resteraient immortels sauf si quelqu'un découvre et détruit leurs Horcruxes, n'est-ce pas? Mais il y a une chose que vous devez bien comprendre. Il n'y a pas d'immortalité. Il n'y a aucun moyen d'être immortel parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va mal tourner. Tu sais, hein, créer des Horcruxes, surtout en faire une, c'est quelque chose de lourd, tu vois. Donc la personne qui fait ça, elle ne le fait pas pour rester tranquille. Je vais faire un Horcrux juste pour être tranquille ici. C'est quelqu'un qui finira par chercher la fin, tu comprends. Elle agit pour obtenir du pouvoir et des avantages, mais les gens comme elle ne durent pas, tu vois. Pour moi, c'est aussi une faille, tu comprends. Je ne pense pas que ça marcherait. Prochaine question de Slithering Not Bad. Bonjour, comment allez-vous? Merci, voici la question. Lors de la bataille de Poudlard, Kingsley Shacklebolt a expulsé les détraqueurs d'Azkaban. Mais où sont-ils allés? Des détraqueurs libres seraient dangereux, car ils se nourrissent du bonheur. Pourtant, comme ils naissent des émotions humaines, ils disparaissent aussi à cause de celles-ci, puisque l'environnement humain leur donne naissance. C'était une Azkaban, pleine de souffrance et de désespoir, un vrai stock pour les détraqueurs, qui apparaissaient de plus en plus comme des champignons. Ils naissent des émotions humaines et ne sont pas des êtres vivants car ils ne se reproduisent pas. Si les détraqueurs quittent Azkaban, les conditions y deviennent plus humaines pour les prisonniers et la sécurité est assurée par les aurores. La guerre des sorciers est finie, la population sorcière est soulagée et heureuse, l'ambiance n'est plus dépressive. Donc, la probabilité que des détraqueurs apparaissent en est très faible et celle que les détraqueurs déjà existants restent l'est aussi. Alors, ils cessent d'exister, tu vois. Ce n'est pas qu'ils disparaissent complètement, mais la grande majorité cesse d'exister. De la même façon qu'ils apparaissent, ils cessent d'exister. Kako, le sort de protection de Lily a-t-il été lancé sciemment pour protéger Harry? Ou est-il apparu accidentellement lors de son sacrifice? Elle ignorait que donner sa vie à Harry le protégeait. Comme Voldemort l'a dit, Lily l'a fait sans le savoir. Maintenant, je ne sais pas si Voldemort ne comprend pas, tu vois. L'amour, il ne le comprend pas. Il a sans doute pensé, elle a sacrifié sa vie pour le sauver, quelle idiote. Elle est morte pour ça, tu vois. Sans le vouloir, elle y est allée et a fait une protection.
Pour lui, c'est peut-être sa vision, peut-être qu'elle savait. Elle a fait un sacrifice là, avec l'intention de créer une protection très forte à cet endroit. Pour Harry, on ne sait pas. Oscar Torres a demandé: Salut sorcier, comment ça va, ça va? Et toi? J'aimerais que tu m'expliques mieux comment et pourquoi la voiture d'Arthur Weasley s'est retrouvée dans la forêt. Elle a, en quelque sorte, développé sa volonté. Elle est restée là-bas, puis rentrée à la maison. Les objets ensorcelés peuvent avoir des comportements étranges, surtout cette voiture de Monsieur Weasley. Elle a développé une personnalité sans que je sache comment. Il est allé dans la forêt, il est resté là-bas, et il y est toujours. Je ne sais pas s'il a été récupéré. Il est là. En tout cas, il n'y a aucune mention qu'il ait été récupéré. Brunigno a demandé. Caquinho voulait faire une suggestion de rubrique? Ah d'accord, très bien, c'est une suggestion, ce n'est pas une question. Lire les livres de Harry Potter avec Caco. Dans chaque vidéo, tu raconterais les événements des livres. Un livre par vidéo. Waouh, un livre par vidéo. D'accord, ça serait vraiment long, non? Une vidéo de 30 heures. Pour éviter que ce soit trop long, tu pourrais résumer chaque chapitre. Oui, ces spéciaux pourraient durer 1 heure et demie. Brunillo, quand tu as posé la question, magie illustrée n'existait sûrement pas encore. C'est là que je lis Harry Potter à l'école des sorciers. D'ailleurs, le voici. Et il y a les illustrations qui défilent, les illustrations originales qui défilent, tu vois, qui ont été faites pour cette rubrique, qui défilent là. Sur l'écran des événements, d'ailleurs, je n'ai pas abandonné. Magie illustrée revient ce mois-ci avec au moins 2 épisodes. Merci pour la suggestion, mais c'est déjà prévu. Les gars, Magie illustrée de la pierre philosophale sera probablement le dernier. Je ne sais pas si je vais réussir à continuer. Il est bien, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si je vais réussir à continuer. La rubrique, la pierre philosophale, je vais la terminer. Mais la rubrique, je ne sais pas si je vais continuer. Goldenquin 2499, concernant l'erreur de date dans les livres, je pense, sans avoir vérifié. En utilisant le calendrier, soit simplement parce que J.K. Rowling utilisait le calendrier de l'année où elle écrivait, et non celui de l'année où l'histoire se déroule. Ce qui a du sens, puisqu'il était difficile d'avoir accès à d'anciens calendriers à l'époque. C'est possible, peut-être que c'est possible. Matheus Paludetto Caco, une question me vient. Je ne sais pas si c'est dans l'Enfant maudit, mais Hermione possédait un retourneur de temps. Peut-elle encore utiliser le retourneur de temps au ministère? Quel âge a-t-elle aujourd'hui? Meilleurs vœux à ta famille, Matheus. Tous les retourneurs de temps ont été détruits lors de la bataille du département des mystères. Hermione ne l'a pas gardé. Un retourneur de temps apparaît dans l'Enfant maudit, mais il est vite confisqué et cause de nombreux problèmes. Mais non, elle n'a pas de retourneur de temps pour faire ses devoirs, elle n'en a pas. Et nous arrivons à la question numéro 50, la moitié, tu vois. Il a fallu 73 minutes de vidéo. Au début du 8e film, le trio possède la baguette de Bellatrix, reconnue par Ollivander. Lorsqu'ils entrent déguisés à Gringotts, un gobelin demande la baguette pour identification. Pourquoi Hermione n'a-t-elle pas montré la baguette à la banque? Parce qu'il savait que celle de Bellatrix avait été volée et que c'était un piège pour qu'il la montre. Regardez, nous avons la baguette, c'est bien moi. Tout le monde était prévenu, la banque contrôlée par des sorciers et des employés sorciers. Les gobelins n'aimaient pas ça. Beaucoup sont donc partis comme Grampo. Ils savaient que c'était une impostrice, d'où le fait qu'elle cache la baguette. Et notre prochaine question vient de Philippe Cocolo. Salut Caco, ça va? J'ai eu une petite curiosité, tout va bien. Et toi? Quand un émoldu est appelé à aller à Poudlard et doit acheter ses fournitures, il doit échanger son argent contre de l'argent sorcier. À Gringotts, c'est ça, c'est ça. Que font les gobelins avec l'argent moldu, mec? Ils doivent bien faire quelque chose pour faire circuler cet argent, non? Pour que cet argent revienne chez les moldus. Et pour que cela soit, d'une certaine manière, un mouvement qui génère du profit pour la banque, quelque chose comme ça. Comment ils font ça, je ne sais pas. Nouvelle question de Philippe Cocolo. Les gobelins de Gringotts échangent l'argent moldu contre de l'argent sorcier pour le monde magique. Mais que font-ils de l'argent moldu? Ignore l'autre question, elle n'avait pas de sens. Ce n'est pas vrai, d'accord? C'est la même question et Philippe Cocolo. À cause de toi, maintenant, ça va être du bavardage à répondre à 99 questions. Tu es content? Regarde ce que tu m'as fait. J'ai compris. Il y aura 2 questions ici. La première, tu as demandé s'ils échangent? Oui. Maintenant, tu as affirmé qu'ils échangent. Et qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? La réponse précédente vaut aussi pour celle-ci. Andrea Fernanda, Dumbledore pourrait-il utiliser la légilimencie sur Harry bébé pour savoir ce qui s'est passé lors de l'attaque de Voldemort contre les Potters? Je trouve ça très complexe. Je pense que c'est vraiment difficile que ça arrive.
car la légilimencie consiste simplement à explorer les couches de l'esprit et à interpréter ce qui s'est passé. Si tu entres dans l'esprit d'un bébé, tu verras des choses, mais pas celles qu'il a vues. Ce n'est pas que c'est enregistré là comme le bébé a vu, comme si c'était une cassette, un enregistrement qui a été gravé dans l'esprit du bébé. C'est ce que le bébé interprète, donc le bébé. Il ignore totalement ce qui s'est passé, donc il ne pourra pas entrer et voir précisément ce qui s'est passé. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la légilimencie. Andrea Fernanda a demandé si la mère de Sirius savait que le 12, Square Grimord, était utilisé dans Harry Potter 5 et 7, et pourquoi. Elle n'a mentionné à personne si les tableaux pouvaient aller ailleurs, car la maison protégée par un sortilège de Fidelitas l'empêchait de le révéler. La Louvière a dit « Caco, ça va, et toi ?» Que se passerait-il si Pétunia refusait d'accueillir Harry chez elle? Dumbledore suivrait la suggestion de Minerva et s'occuperait lui-même du garçon. Merci de maintenir ma passion pour l'univers des sorciers, j'adore ton travail, embrasse ta famille et merci pour ton affection. Alors, que se passerait-il? On ne peut pas vraiment savoir, non? Mais Harry doit être avec quelqu'un, il faut s'occuper de lui. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des vidéos. Je n'arrive même pas à croire que je vais parler de ces vidéos, parce que ce sont des vidéos un peu bizarres, faites avec de l'intelligence artificielle. Vous savez, ces vidéos faites avec de l'intelligence artificielle, c'est un peu maladroit. Ce sont ces vidéos du genre « et si » de Harry Potter, du style « et si ?» Et il y en a plusieurs de ce genre. Ah, et si Harry avait été élevé par Severus Rogue? Si Harry avait été élevé par Minerva McGonagall? Si Harry avait été élevé par Albus Dumbledore? Par les Weasley? Il y en a plein comme ça. Récemment, j'ai passé 40 minutes à regarder cette bêtise, trouvant l'idée du « et si » sympa, même si les vidéos sont assez étranges. Aluviera aussi. Caco, tout va bien pour toi? Peux-tu m'expliquer pourquoi le venin de basilic renforçait la lame de l'épée de Gryffondor? C'était seulement lui qui avait cette propriété ou il y avait d'autres choses qui pouvaient la renforcer? Ça a été fait exprès par les gobelins. Bisous à la famille, bisous à toi aussi. Ce n'était pas seulement le venin qui renforçait l'épée. Elle absorbait tout pour se renforcer. Une propriété magique des métaux enchantés par les gobelins. Ainsi, elle devenait plus forte grâce à tout ce qui la renforçait. Naluviera a encore envoyé un message. Alors, Kako, ça va? Oui, et toi? Comment Slughorn a-t-il modifié ses souvenirs? A-t-il utilisé un sort, une potion ou l'occlumencie? Comment fonctionne un baiser pour toi et ta petite sorcière? Merci, il a modifié avec son propre esprit. Ce n'est pas un sort, ce n'est pas une potion, rien de tout ça. Non, enfin, pas à notre connaissance, n'est-ce pas? Mais c'est lui, par honte et envie de cacher, qui l'a façonné. Combien de fois réécrivons-nous des situations dans notre tête pour les rendre agréables à notre ego, comme nous le souhaiterions? Tu peux le dire, si tout le monde fait ça, il n'y a personne qui ne le fasse pas. C'est normal, courant. Enfin normal, ce n'est pas courant, c'est plus courant qu'il n'y paraît. Mais parfois, on essaie de fuir la réalité, n'est-ce pas? Et on essaie de la façonner d'une certaine manière pour la rendre plus attrayante. Surtout quand il s'agit de choses qu'on trouve injustes envers nous. Tu vois, des choses comme ça, enfin. Mais il a changé de lui-même. Lou a encore posé une question. Je promets que c'est la dernière de sa part. Elle a monopolisé la conversation, je plaisante. Merci pour les questions, a-t-elle dit. Un fantôme peut-il cesser de l'être et passer dans l'au-delà? J'y ai pensé quand tu as dit qu'on pouvait détruire un Horcrux avec un vrai repentir. J'adore ta chaîne. Merci Lou pour l'affection et les questions. Désolé pour les blagues. Un fantôme ne peut pas cesser de l'être. C'est irréversible. A-N-A-V-I-E-I-R-A. Salut Kako, ça va? Tu regardes encore Papotage inutile. Je t'ai vu commenter que le serpent invoqué par Draco dans la chambre des secrets n'était qu'une imitation d'un vrai serpent. Si elle mordait Justin, subirait-il le venin ou ce serait inoffensif? Bisous, oui, si c'est une imitation, elle pourrait peut-être attaquer, mais je pense que ça n'aurait pas le même effet qu'un vrai serpent. Super Marinavet, salut Kako, fan de la chaîne, merci pour l'affection. Une question un peu bête, mais j'ai toujours vu que dans le monde magique, tous les tableaux bougent et ils sont toujours basés sur des personnes réelles. La grosse dame a-t-elle vraiment existé? A-t-on des infos sur elle? Bisous à Raissa, Katharina et à toi. Oui, les tableaux s'inspirent de personnes réelles. La grosse dame a sans doute existé, mais on ne sait absolument rien d'elle. Les tableaux, ce sont des peintures de personnes qui reçoivent un sortilège qui les anime, qui les rend vivants, et donc, si la peinture n'a pas ce sortilège, elle reste immobile, mais la plupart bougent. L-U-I-Z-G-U-S-T-A-V-O. Et toi, Kako, ça va? La famille va bien, merci. J'ai une question. Quand quelqu'un affronte les défis de la pierre philosophale, ils réapparaissent parce que le trio y entre
après que Quirrell soit déjà passé par les défis. Une accolade de la part de Serdaigle, une grande accolade à tous les Serdaigles là-bas. Et c'est une question très très pertinente. Eh bien, il semble que, dans certains cas, oui, et dans d'autres, non. C'est un peu pratique pour l'histoire, non? Par exemple, le troll est déjà inconscient quand il passe, alors que c'est un des défis. Quirinus Quirrell était déjà passé, avait vaincu le troll et était évanoui. Pour les autres défis, comme les échecs. Tout est réorganisé, les clés sont là. La clé qui devait ouvrir est de retour parmi les clés. Le balai est là. Les potions aussi sont réorganisées. Alors que je ne sais pas, peut-être que comme le troll est une créature vivante, il restait là, évanoui, et c'est tout, et les autres défis se réorganisent. C'est probablement ce qui se passe dans le jeu. Hogwarts Legacy évoque la magie ancestrale, une magie réalisant des choses encore inexpliquées. Tu penses qu'elle a pu être utilisée pour créer des basiliques? La pancine, Brovadi, les voiles vers le monde des morts et les magies temporelles? Mec, question intéressante. Oui, dans Hogwarts Legacy, il y a la magie ancestrale, mais on ne peut pas savoir. Je n'ai pas la réponse. C'est possible, la magie ancestrale pourrait être impliquée, mais pas tout. Le voyage dans le temps? Non, parce que c'est un sort simple, juste pour revenir à ce moment-là. C'est un sort un peu instable qui a été contrôlé à l'intérieur du petit sablier. C'est pour ça qu'il y a le retourneur de temps maintenant. Le voile, la pancine est très puissante, mais le basilic, non, pas le basilic. Il est créé à partir d'une expérience très simple, pour être honnête, qui consiste à faire couver un œuf de poule par une grenouille ou un crapaud. Cela donne un basilic, mais le voile, la pancine et tout ça, je ne sais pas. La pancine, je pense que c'est la plus appropriée. Je crois que c'est celle qui attire le plus, tu vois, pour ce truc de magie ancestrale. Pas de réponse officielle. Salut Kako, ça va? Tu aimerais? Désolé, je n'ai pas dit ton nom. Mila, salut Kako, ça va? Tu veux savoir quand le sortilège Fidelius protégeant les Potters a été lancé? J'ai cru que c'était avant la naissance de Harry, juste après la prophétie. Mais alors pourquoi Queudver a-t-il attendu plus d'un an pour révéler l'emplacement à Voldemort? Merci mec, je crois que c'était avant la naissance de Harry, juste après qu'ils ont appris la prophétie. Mais il y a une théorie, c'est que malheureusement, il y a certaines choses qu'on doit admettre. Même en étant fan, J.K. Rowling, elle était vraiment mauvaise avec le temps, avec les dates, même avec les calculs. Elle était très mauvaise pour ça. Tu vois, il y a des choses que, par exemple, Harry lui-même, Voldemort tue les Potter, Hagrid prend Harry là et passe genre toute une journée où était Hagrid, tu comprends. C'est comme ça. La série pourra peut-être corriger ou expliquer ces choses, non? Mais J.K. Rowling, elle avait vraiment ce problème avec les dates. Mec, ce problème avec les dates. Même des livres ont été corrigés, comme l'anniversaire de mort de Nick Casi sans tête, qui figurait dans la première édition de la pierre philosophale. Ça disait qu'il n'avait pas mangé depuis presque 400 ans, donne-lui un bonbon pareil. Témère disait qu'il n'avait pas mangé depuis presque 400 ans. Dans le livre suivant, il célébrait ses 500 ans de mort, tu vois. Ensuite, dans les éditions suivantes du premier livre, ils ont corrigé à 500 ans. Elle était donc mauvaise avec les dates. Je ne sais pas si c'est le cas, mais il y a aussi une théorie très intéressante selon laquelle Voldemort essayait d'obtenir l'épée de Gavea Gryffondor pour en faire un Horcrux. Et comme il n'était pas un vrai Gryffondor, n'est-ce pas? Il était de Serpentard, n'est-ce pas? L'épée ne se serait pas présentée à lui. Il a donc dû faire en sorte que de vrais Gryffondor aient besoin de l'épée. Alors ça lui a pris du temps. Voldemort était très méthodique, n'est-ce pas? Il voulait transformer et agir. Comme le dit Dumbledore dans le livre, il n'a pas réussi à créer un Horcrux avec l'épée de Gryffondor. Je pense qu'il voulait le faire par sa propre mort, importante pour lui, celle de Dumbledore. Il explique à Harry d'où cette théorie. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, s'il a mis du temps à cause de ça, ou si c'était simplement une erreur de date. Malgré le décalage horaire, c'est finalement passé. Je privilégie la théorie bien plus intéressante. DKKKJ a demandé « Bonjour Kako, je te regarde depuis 2020, merci. Je serais honoré que tu répondes à ma question. Le moment est venu. » En résumé, si Harry avait un enfant alors qu'il était fourche-langue à cause de l'âme de Voldemort, son enfant pourrait-il l'être aussi? Je ne pense pas, tu vois. Je pense que non, car Harry était fourche-langue à cause de l'âme de Voldemort en lui. Je ne pense pas que ça faisait vraiment partie de Harry, donc il n'aurait aucune raison de transmettre ça, tu vois. Donc, je pense que, même s'il avait encore la partie de Voldemort en lui, je crois que ça n'arriverait pas.
Emmanuel, si Harry avait laissé le souvenir de Voldemort le tuer dans la chambre des secrets, il aurait été libéré de l'âme de Voldemort. Oui, c'est ça. Si Harry mourait, oui, l'Orcrux en lui serait détruit. Si c'est ta question, oui, c'est ça. Rodriguez, salut Kako, ça va, tout va bien. La question est, la leçon sur le croque-mitaine n'est-elle pas risquée, puisqu'il peut devenir une créature des ténèbres, comme le basilic? Et si quelqu'un avait peur et provoqué la mort de sa victime? Il a mis la date de la question ici, ouvrez la parenthèse, date de la question, 6 octobre 2024. Bonne année 2026, petit visage souriant, je ne plaisante pas. C'est ça la question. A. G. Rodriguez sait déjà comment ça marche, que c'est long et prend du temps. Bonne année 2026 à toi, à G. Rodriguez, mec dangereux. Je ne crois pas. Tu sais pourquoi? Le croque-mitaine a quelques propriétés de la créature qu'il devient, mais limitées. Je pense que ce n'est pas complet, tu vois, ce n'est pas totalement. Il ne va pas devenir un basilic là, tu vois, et avoir toutes les propriétés. Je pense qu'il a certaines propriétés, mais légères. Tu vois, parce que, par exemple, Harry ressent les détraqueurs du croque-mitaine, non? Quand il s'entraîne, il ressent, non? Il s'évanouit et tout ça. Je crois que ce détraqueur-là, comme le croque-mitaine, ne pourrait pas vraiment aspirer l'âme de Harry. Bella 1991. Salut Kako. Waouh, elle a posé la question en 1991, ça va? Un bisou pour la famille, un autre pour toi et ta famille, Kako. Harry a vu sa mère mourir, je rigole. Bébé, il avait déjà 1 an. Il ne devait pas voir les sombrales depuis toujours, car cela n'arrive qu'après Cédric. Un bisou. Voir les sombrales ne se limite pas à voir la mort. La compréhension est un processus. Aucun enfant ne se souvient de ce qu'il a vu à 1 an, ce n'est pas si simple. Il avait 1 an et 3 mois. Aucun enfant ne se souvient de ce qu'il a vu il y a 1 an et 3 mois. De ce qu'il a vécu il y a 1 an et 3 mois, n'est-ce pas? Non, il n'aurait vraiment pas dû voir, ça n'aurait aucun sens. Bisous Seigneur Hadès, ne m'emmène pas aux enfers. Salut Kako, ça va? Pourquoi les sorciers capturés par des moldus ne désapparaissaient-ils pas, comme Nick ou le moine gras? Je me souviens que, dans les reliques de la mort, Harry se demande s'il est possible de transplaner sans baguette. La chasse aux sorcières a touché de nombreux sorciers médiocres, incapables de faire quoi que ce soit sans baguette, et parfois même avec. C'est le cas de Nick quasi sans tête. Il a raté un sort pour réparer des dents, tu vois, alors comment aurait-il pu s'échapper, tu comprends? Sans baguette donc, cela dépend beaucoup des capacités du sorcier lui-même. Certains sorciers n'ont été tués car médiocres, mais d'autres, comme Lisette Lapin, ont réussi à s'échapper. Elle s'est transformée en animagus pour fuir après sa capture. Renan Cavalcanté au pas. Kako, félicitations pour ta fille. Pleine santé à elle, merci. Je me demande ce que signifie l'expression « par la barbe de Merlin ». Si tu peux expliquer, merci mec. Donc, une des significations, c'est parce que Merlin est une figure de grand pouvoir, n'est-ce pas? On croit qu'il a été l'un des sorciers les plus puissants de tous les temps. Et donc, ils utilisent cette expression comme ça, tu vois? C'est un équivalent, on va dire que c'est un équivalent de « Oh mon Dieu », tu sais, pour l'amour de Dieu. Merlin, il était tellement puissant, il était connu comme le prince des mages, n'est-ce pas? Dans l'univers de Harry Potter. Il était tellement puissant qu'il est devenu une figure presque mythique, tu vois? Il a failli ne pas devenir une figure mythique. Par la barbe de Merlin, il est toujours représenté avec une longue barbe. À l'époque de Merlin, la barbe longue symbolisait la sagesse, non? Donc dire par la barbe de Merlin, c'est logique, tu vois? C'est un peu ça, la barbe de Merlin. La longue barbe de Merlin, elle représentait la sagesse, ça représentait quelque chose comme ça. On va mettre entre beaucoup de guillemets sacré, tu vois? Donc c'est un peu comme oh par la barbe de Merlin, c'est comme oh par le savoir de Merlin, par la sagesse de Merlin. C'est un peu ça, tu vois? Cassiano. Alors Kako, ça va? Oui, et toi? Tu ne trouves pas ça un peu incohérent que Dumbledore n'ait jamais demandé à Harry comment exactement il a détruit le journal? Puisqu'il peinait à détruire l'anneau, il aurait pu penser que ce qui a détruit le journal pouvait aussi le détruire. Je ne sais pas si c'est incohérent puisque Dumbledore savait que le croc du basilic avait détruit l'anneau. Il n'a eu aucune difficulté à le détruire. Je ne me souviens pas qu'il ait eu de problème. Il est arrivé à son bureau après avoir récupéré l'anneau et a montré sa main abîmée. Il essaie quelque chose, mais ensuite il va utiliser l'épée, parce qu'il se dit genre « Ah, je vais utiliser l'épée, parce que Harry a tué le basilic avec elle, donc il y a du venin dessus, je vais l'utiliser, tu comprends ?» Je ne sais pas si c'était si incohérent. A-L-E-W-E-A-S-L-U-I. Salut Kako, ça va? Et toi? Si un groupe d'élèves mineurs de la même maison enfermait un camarade dans la chambre et qu'il était presque en danger de mort,
quel serait le protocole? Le ministère de la magie interviendrait ou juste le directeur? Il serait expulsé, non? Il serait expulsé, mais le directeur, il a toute l'autorité pour gérer ça. Mais si c'était un cas de crime, non? Si un crime se produisait, alors le ministère de la magie, les autorités compétentes, interviendraient dans l'affaire. Bonjour sorcier Kako, tout va bien. Et toi? As-tu remarqué que la coiffure de Vicencia Santos ressemble à celle de Morgana du château? Ratimboum? Et selon les critères de Harry Potter, tu penses que Morgana et Victor sont plus puissants que McGonagall et Dumbledore? Mec, j'adore l'idée que le docteur Victor soit très ami avec Dumbledore, genre comme ça. Pour moi, c'est vraiment réel. Pour moi, ils sont de grands amis, et le docteur Victor est aussi puissant que Dumbledore. Et c'est vraiment génial parce que c'est un grand inventeur. C'est vrai, les cheveux de Vicencia ressemblent à ceux de Morgane, un peu en l'air. Bonne remarque, mais je pense qu'ils sont aussi puissants l'un que l'autre. Cabigole du front, toi, t'es fou. Bonsoir, Kako, ça va? Les Horcruxes de Voldemort sont détruits par du poison, du feu maudit, et l'épée ne marche que grâce à ce poison. Cela soulève une question. Les méthodes pour détruire un Horcrux dépendent-elles de son créateur? Si Harry en créait un, serait-il détruit différemment? Elles sont détruites par des moyens indépendants du créateur. Feu maudit, venin de basilic, peu importe qui les a créés. D'accord. Sid Lima 195. Salut Kako, ça va, ça va. Les Horcruxes lient la vie du sorcier qui les a créés à un objet. Pour une vie comme celle de Harry, la partie d'âme empêcherait de mourir de vieillesse et le maintiendrait en vie. Sinon, cette partie disparaîtrait ou se détacherait à la mort. Honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question, je n'ai pas la réponse. Il n'y a pas de réponse à ce sujet, seul J.K. Rowling pourrait y répondre. Je n'oserais même pas essayer. Impossible de savoir. D'abord, Harry, Voldemort l'a retenu à la vie, non? Grâce à la protection du sang de Lily et au sang de Harry, il est lié à la vie. Ainsi, tant que Voldemort vivait, Harry aussi restait en vie. On comprend que rien ne peut les détruire sauf la mort de l'un ou l'autre. Si l'âme n'est pas détruite, en parlant seulement des Horcruxes, si l'âme reste intacte. Si la personne mourait de vieillesse, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir si un sorcier, dans ce cas, mourrait de vieillesse. Tu vois? Ce n'est pas possible, mec, ce n'est pas possible. Parce que ce que j'imagine, d'accord, je vais dire ce que j'imagine, la vieillesse. Elle est inévitable, à moins qu'il ne prenne l'élixir de vie. Tu sais ce qu'est un Horcrux? Il n'empêche pas le corps de mourir, juste l'âme de passer à l'étape suivante. Le corps de Voldemort est détruit, il meurt. Il est mort après sa chute, empêché de mourir sur le coup, mais son corps a été détruit. La dégradation du corps est inévitable, non? S'il ne prenait pas l'élixir de vie, il n'en avait pas. Donc en vieillissant, et si son corps lâchait, il pouvait mourir, tu vois? Mais ça, c'est quelque chose sur lequel je divague ici, c'est ce que je crois. Ce n'est pas une réponse officielle que je te donne. D'accord, je ne peux même pas donner cette réponse, mais dites-moi ce que vous en pensez. Gabriel Moreis, Grand, Caïque, Cardassi, Bonbon. Et toi? Se raser la barbe, c'est libérateur, non? Je sais, mais on ne peut pas rester sans elle. Comment perçoit-on les voyages spatiaux? Comme visiter d'autres planètes. Sorcier reste avec Dieu, salutations, succès, merci, une accolade. Se raser la barbe, ça soulage parfois, et à ce moment-là, je l'avais fait, mec. Il n'y a aucune mention, rien. Les sorciers comme eux ignorent sûrement totalement le voyage spatial. Nous savons seulement que les planètes influencent la magie des astres, l'astronomie et la vie des sorciers. Rien d'autre que ça, donc je ne sais pas. Caléon, salut Kako, salut, ça va, Tolène. Énigma du prince IH est fini depuis longtemps. Je suis déjà au chapitre du serment inviolable. Quand tu as lu pour la première fois, tu pensais que Severus Rogue jouait seulement son rôle d'espion ou qu'il était vraiment un mange-mort? Et quelle a été ta réaction quand tu as lu pour la première fois la mort de Dumbledore? Pour moi, Pet, il était clairement en mode espion. Je me suis dit, Rogue, ce malin, il collecte toutes les infos pour Dumbledore. Quand il est arrivé à la partie où Dumbledore meurt, j'étais juste dévasté. Mon pote, je lisais et relisais ça 1 million de fois. Je n'y croyais pas, je n'y croyais pas. Je me souviens encore de cette sensation aujourd'hui. Tu sais, quand j'ai lu ça, j'ai ressenti, tu sais, comme quand tu fais une bêtise et que ta mère te surprend, qu'elle te prend en flagrant délit de mensonge. C'est comme si tu sentais toute ton énergie quitter ton corps, tu sens ton visage devenir chaud. C'est comme si tu étais vidé, c'est la sensation que j'ai eue, tu vois. C'était ça.
Frère, ne rase plus ta barbe, s'il te plaît. Merci pour le conseil et une accolade. Thaïs Besbati. Comment Guy Weasley et Fleur se sont-ils rencontrés? Lors du tournoi des 3 sorciers à Poudlard, où Fleur participait. Ils se sont rencontrés. Quand les familles sont venues, avant la dernière épreuve, elles passaient un moment avec les concurrents là-bas. Dans le cas de Harry, sans ses parents, Madame Weasley est venue avec Guy, qui a rencontré Fleur, et voilà comment cela s'est passé. Vediaïra. Salut de Kako, ça va? On sait que beaucoup de sorciers ont créé leur propre cape d'invisibilité, c'est vrai, même si elle n'était pas aussi puissante que la véritable. Qu'en est-il de la pierre de résurrection et de la baguette de Suro? Un autre sorcier a-t-il tenté de les recréer? Bisous la baguette de Suro. Oui, Gregorovitch a tenté de la copier. Maintenant, la pierre de résurrection? Je ne sais pas, il n'y a aucun indice, mais il est possible qu'ils aient tenté de la recréer. Anna Vieira a posé une autre question. Salut Kako, ça va? J'ai toujours aimé les sombrales et j'ai adoré ta vidéo sur leur lien avec les reliques de la mort. Merci, mais j'ai une question. D'où vient le lien entre les sombrales et la mort? Un bisou à ta famille, mec. Je pense que c'est surtout le fait que seules les personnes qui ont vu la mort peuvent voir les sombrales, non? Ceux qui ont vu la mort d'une personne et compris le deuil à cet instant. Je pense que c'est surtout ça maintenant. Le lien exact, je ne saurais pas te le dire, mec, je ne saurais pas te le dire. Il y a des choses qui n'ont pas d'explication. Il y a des choses qui n'ont pas d'explication, et c'est simplement comme ça. Anna Vieira a envoyé un autre message. Salut Okako, ça va, ça va. Les malédictions impardonnables ne sont impardonnables qu'au Royaume-Uni. Ta vidéo sur l'origine de Cruciatus m'a fait douter. J'adore ta chaîne, merci de faire vivre mon amour pour le monde des sorciers. Merci Aninia pour la question et l'affection. Non, je pense que les malédictions impardonnables doivent être impardonnables partout dans le monde. Bon, au moins, c'est quelque chose de très gouvernemental, n'est-ce pas? Ça dépend beaucoup de chaque pays, s'il y a un pays qui les autorise. Je ne saurais pas te dire, mais je sais qu'au Royaume-Uni, elles ont été interdites en 1717. Anna Vieira a envoyé une autre question, Kako. D'accord. J'étais en train de relire Harry Potter et la Coupe de Feu, et je me suis demandé, que se passe-t-il si un élève choisi par la coupe refuse le tournoi? Cela est-il déjà arrivé? Ta petite sorcière est adorable. Félicitations. Merci pour l'affection. J'ai déjà réfléchi à ce sujet et je l'ai partagé ici, parfois en vidéo. Si la personne met son nom dans la coupe et ne veut pas y aller, il n'y a rien à faire. Elle ira, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'elle meure, qu'il arrive quoi que ce soit de ce genre, mais c'est un contrat qu'elle ne peut pas rompre, n'est-ce pas? Un acte contractuel magique qu'elle ne peut pas briser. Ce qui se passe, je ne sais pas, mais dans le cas de Harry, je vois toujours ça comme ça. Harry, il pourrait ne pas participer parce que ce n'est pas lui qui a écrit son nom. Si le ministère de la Magie agissait correctement, Harry ne participerait pas. Pourquoi? Il participe parce que le chef du département, c'était Bartok Roche Senior, non? Et il était sous la malédiction de l'Imperium lancée par Queue de Verre et Voldemort. Donc bien sûr qu'il va dire que Harry n'avait pas le choix, qu'il devait participer, mais moi, je vois ça comme Harry. Si c'était un endroit sérieux, si c'était, disons, dans une organisation, si le ministère de la Magie était une organisation sérieuse, il n'aurait pas eu à participer. Il n'a pas mis son nom, tu comprends? Je ne sais pas. Lord Kaener a demandé « Salut Kako, ça va? Moi ça va, et toi? J'ai une demande et une question. La demande, c'est que tu nous montres dans le livre en anglais. Si le serpent du premier livre parle, il vient du Brésil. Quelle est la deuxième question? Si Dumbledore sait lire, entre guillemets, dans les esprits, pourquoi n'a-t-il pas tout de suite détecté que Maugré était un imposteur? Puisque la personne garde ses propres pensées? Ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Bartok Roche était un expert. Occlumence aussi, l'occlument, il protège l'esprit. Il fait en sorte que la personne voit ce qu'il veut qu'elle voie. Donc, c'est ça. D'abord, Dumbledore faisait confiance, ne voyant aucune raison de se méfier de Maugré. Car le faux Maugré, Bartok Roche Jr., agissait exactement comme lui. Il ne se rend compte que c'est un faux, que ce n'était pas le vrai Maugré. Quand il ordonne à Maugré de rester avec Harry, et que le faux Maugré part avec lui, il se dit que le vrai Maugré ne ferait jamais ça, tu comprends? Pour le reste, il n'avait aucune raison de se méfier. Maintenant, laisse-moi prendre le livre ici pour te montrer. Attends, je vais en prendre un des tout premiers, d'accord? Celle-ci date de 1998. Regarde, c'est marqué ici, chapitre 3. Les lettres de personne, l'évasion du boa constrictor brésilien, ont valu à Harry sa plus longue punition. Oui, brésilien, boa constrictor, la plaque confirme déjà, non? Allons-y. Le serpent hocha vigoureusement la tête. Le serpent donna un coup. D'accord, blablabla. Boa constrictor Brésil, c'est bien ça ici, boa constrictor Brésil.
On peut voir là, c'est bien net. Deuxième ligne, boa constrictor Brésil. Prochaine question de Vince Snape. Salut Kako, ça va? Ça va et toi? Moi aussi je vais bien, tant mieux. Je suis fan, je te suis depuis tes premières vidéos il y a 8 ans, j'adore ta chaîne, merci pour ton attention. Existe-t-il de la magie musicale dans Harry Potter? Le 14 décembre, c'est mon anniversaire, souhaite-moi un joyeux anniversaire. D'ailleurs, décembre vient juste de passer, non? D'accord. Décembre 2024, fait 2 ans, félicitations et joyeux anniversaire à toi. Je te souhaite déjà un joyeux anniversaire pour décembre 2024-2025 et maintenant celui de 2026, je suis en avance. Félicitations. J'espère que ta journée sera magique et que tu atteindras tous tes objectifs et rêves. La beauté, c'est de la magie musicale. Eh bien, Dumbledore dit que la musique est l'une des plus belles magies qu'il pratique à Poudlard, n'est-ce pas? Alors elle doit avoir sa propre magie là-bas. Mais je ne saurais pas te dire laquelle. Jo-P-E-D-R-O. Salut Kako, comment tu vas? Tout va bien. Tu te demandes pourquoi la cabane hurlante fait si peur alors qu'à Poudlard, les fantômes ne dérangent personne. Mon pote, tu as déjà entendu ce truc, qui raconte une histoire et ajoute toujours un détail. Donc les gens ne savaient pas ce qu'il y avait là-bas, surtout le fait de ne pas savoir ce qu'il y avait. Ce qui les effrayait, ce n'était pas seulement que ce soit hanté, car les fantômes n'en étaient pas un vrai problème, mais il pouvait y avoir autre chose. Donc les gens ne savaient pas ce qu'il y avait, alors ils avaient peur. G-U-I-S-S-E-R-R-A. Salut Kako, ça va et toi? Je voulais savoir comment fonctionne le tabou. Par exemple, le ministère décide que le mot X ou l'action X est un tabou. Et puis chaque fois que le tabou est mentionné ou se produit, une carte apparaît et le ministère prend des mesures. Un câlin pour toi et ta belle famille. Merci mon cher ami. Comment ça marche? Je ne sais pas vraiment comment c'est là-bas, mais chaque fois qu'une personne ou un mot devient tabou, c'est ce qui arrive. Une alerte est déclenchée là-bas, et ils arrivent exactement à l'endroit où cela a été dit. Maintenant, comment cela apparaît, comment cela se manifeste, je ne sais pas. On peut prendre l'exemple du Congrès Magico des États-Unis, où lors d'une exposition de magie, une horloge marque le temps. Cela montre une trace de magie sur une carte, peut-être dans ce sens. Bruno Collet, encore lui. Salut Kako, ça va? Bien, et toi? La poche des sorciers est ensorcelée par le sortilège d'extension indétectable. Comme quand Harry garde la cape d'invisibilité dans sa poche. C'est ce truc de Harry qui garde la cape d'invisibilité dans sa poche. Sa poche est très large. Il doit y avoir un sort, car la cape est immense, non? Il la met dans sa poche, mec, donc il doit y avoir un sort, même si ce n'est pas mentionné, non? On peut supposer, Misty. Regarde-la. Kako, ça va? J'adore ta chaîne et ta fille est une adorable petite sorcière. Merci. Je ne doute pas de l'histoire. Je voulais juste savoir ton personnage préféré. Merci d'avoir partagé ici, c'est aussi mon préféré. Le premier est Sirius Black, le deuxième Dumbledore. J'aime beaucoup Dumbledore. Rassis a demandé. Salut Kako, ça va? Et toi? J'aimerais vraiment savoir s'il serait possible que Voldemort revienne plus d'une fois en même temps, mais par des moyens différents. Par exemple par le journal et par le corps rudimentaire. Je trouve ça difficile mec, je pense que non, je pense que ça ne marcherait pas. Non, je trouve ça très difficile parce que par le journal, j'ai toujours imaginé qu'il reviendrait. Et alors, son âme principale se fusionnerait avec la partie principale d'une certaine manière, tu vois? Donc c'est ça. Je pense que ce ne serait pas possible d'être deux en même temps. André? Bonjour Kako, comment ça va? Je vais bien et toi? Le croque-mitaine prend-il toujours la même forme pour quelqu'un ou change-t-il selon l'évolution de la personne? À 13 ans, j'avais peur de la mort, mais Harry Potter m'a aidé à la surmonter. Maintenant, j'ai peur de devenir pauvre. Oui mec, si la peur change, le croque-mitaine change aussi. Marotta? A-t-il demandé. Vas-y, Kako, ça va? Et toi? J'ai plein de questions sur le journal, je vais mitrailler. S'il était un souvenir, comment avait-il des informations à jour? Il savait qui était Harry et ce qui s'était passé. Comment Voldemort reviendrait-il par lui et tuer Gina? Provoquerait-il son retour? Allons-y. D'abord, il ne disposait pas d'informations récentes. Gina écrivait dans le journal, donc Tom Jedusor y apprenait des choses, comme expliqué dans le livre. Comment Voldemort reviendrait-il via Gina, utilisant sa force vitale pour se renforcer alors qu'elle faiblissait? Sa mort suffirait-elle à son retour? Exactement ainsi. Il reviendrait ainsi, absorberait la force vitale et Gina mourrait, puis elle irait à Voldemort. Les gars, désolé si j'ai l'air fatigué pendant que je pose les questions, mais c'est vraiment le cas, parce qu'il y a 100 questions et je fais de mon mieux pour conclure cet épisode. Question 93 de Guilherme. Salut Kako, j'ai une question sur la potion polynectar. Si on prend un cheveu d'une personne et que plusieurs années passent avant de préparer la potion,
Est-ce que je me transformerai en l'apparence du sorcier au moment où j'ai pris le cheveu ou en son apparence actuelle? Je crois que ce serait l'apparence que le sorcier avait quand tu as pris le cheveu. Pour cette raison, Bartle Croupton Jr. devait garder le vrai Alastor Mogrella pour qu'il puisse continuer à se transformer dans sa forme actuelle, tu vois. Et je pense aussi qu'il est essentiel de garder la personne en vie pour se transformer. Avec la potion, Polynectar, beauté rusée, en a envoyé une autre. Salut Kako, tout va bien encore, tout va bien encore. Et toi? À quoi servent la coupe de Helga Poufsouffle et le collier de Serpentard, puisque le diadème augmentait l'intelligence et l'épée apparaissait en cas de besoin? Je vois la coupe comme un objet qui rassasie en buvant, mais rien d'officiel n'existe sur ses pouvoirs. On sait seulement qu'ils sont nombreux et inconnus. Je crois que cela a quelque chose à voir avec la guérison, peut-être un pouvoir de guérison. Mais le médaillon, je crois que son pouvoir a à voir avec... En réalité, je ne pense pas que le médaillon ait eu un grand pouvoir. Je crois que Salazar Serpentard voulait préserver sa lignée. Seule sa famille pouvait le reconnaître et ouvrir le médaillon en fourche-langue, etc. J'avais même la théorie qu'il y avait la carte et des instructions pour la chambre des secrets à l'intérieur. Mais ce n'est qu'une théorie pas officielle. Ça va, Wanderson, moustique, mais salut Kako. Moi aussi je vais bien, je regarde toutes tes vidéos, merci. Si Harry Potter a eu autant de succès, pourquoi Joanne Kathleen n'a-t-elle pas écrit d'autres livres après Les Reliques de la Mort? Elle a déjà répondu. Un câlin à toi et ta famille. Elle n'avait donc pas besoin d'argent. Elle voulait écrire autre chose et a d'ailleurs écrit la série policière de Cormoran Strike. Harry Potter est déjà un univers bien établi. Je ne sais pas si elle a préféré ne pas continuer pour préserver ce qui était déjà accompli. John Montes. Bonjour Kako, ça va? Et toi, que penses-tu des changements des films? Certains personnages, comme Dumbledore, plus énergique, ou Rogue, moins mesquin que dans les livres où il est méprisable. Tu penses que ça apporte quelque chose à l'univers de Harry Potter? Mec, personnellement, je n'aime pas trop le changement de personnalité des personnages. Je pense que l'essence des personnages doit être préservée. Certains changements là-bas ont servi de narration pour Severus Rogue, par exemple. Eh bien, il n'aurait pas eu l'impact qu'il a dans sa rédemption là, s'il avait été le grand salaud qu'il est dans les livres, tu vois. Ils ont même idéalisé Albus Dumbledore. Il devait avoir une aura plus forte, donc parfois ils ont modifié des aspects comme son énergie, tu vois. Je préfère que ce soit comme dans le livre. Je vais toujours préférer ce qui est dans le livre, tu vois. Je comprends les changements. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que, oh là là, les changements gâchent tout. Parce que l'histoire du livre sera toujours là. Elle sera toujours originale. J'essaye toujours de comprendre les changements au maximum et de voir comment ils s'ajoutent à ce format, mais je préfère toujours l'original. Nesco, dit Kako, tranquille. Et toi? J'ai une théorie sur la réparation de la baguette de Harry, bien qu'Ollivander la croyait impossible. Et si cela avait un rapport avec la queue du phénix, un animal qui a la capacité de renaître de ses cendres? Félicitations pour ton travail et pour ta petite fille, grosse accolade. C'est une bonne théorie, mais je crois que ça n'a pas de rapport. Cela tient plutôt à l'utilisation de la baguette de Suro, très puissante à ce moment-là. 98, Gabi Fritz. Alors Kako, ça va? Ça va, et toi tu regardes les discussions bidons? Beaucoup de questions restent sans réponse, faute d'informations suffisantes sur les sujets. Bien sûr, si tu pouvais poser une question sur chaque livre et une sur l'univers des sorciers en général, qu'est-ce que tu demanderais à J.K. Rowling? Oh là là, c'est difficile, mon Dieu! Une question sur chaque livre. Je ne vais pas pouvoir les lister maintenant, ça ne me vient pas à l'esprit. Vraiment pas. Vraiment pas. Mais une question que je suis sûr que je poserai absolument, c'est le processus pour créer un Horcrux. Le processus pour créer un Horcrux. Je demanderai pourquoi les Potter ne se sont pas transplanés la nuit où Voldemort est venu. Est-ce plus difficile de transplaner avec un bébé? Je pense que je ferai ça. Je ne me souviens pas des autres questions, moi, mais celle sur l'Horcrux est certaine. Juan Pedro Caco. La meilleure façon de se protéger ne serait-elle pas que deux sorciers fassent un Horcrux l'un sur l'autre? Ainsi, il y aurait la résistance d'un Horcrux, qui ne peut être détruit que par le feu maudit ou le venin de basilic. Et votre Horcrux serait un sorcier qui pourrait se défendre si quelqu'un essayait de le détruire. Je ne pense pas que ce serait idéal parce qu'un sorcier peut être tué, et dès que le sorcier serait tué, la Horcrux serait détruite. Même si son âme ne passait pas dans l'au-delà, la Horcrux serait détruite, comme on l'a vu avec Harry. Je sais que sa question part du principe que, parce que c'est un Horcrux, il ne peut pas être tué. Le corps peut être détruit, l'âme ne passerait pas, mais la Horcrux serait détruite. Daniel Nobrega 13 pose sa dernière question. Salut Kako, salut. Sais-tu ce qui est arrivé à Rita Skeeter quand Hermione est devenue ministre de la magie?
toujours une question. À quel point le portrait de Severus Rogue est-il utile, sachant qu'il n'a vécu que quelques mois avec lui-même? Une grande accolade à toi, ta famille et Rita Skeeter, journaliste à la Gazette du Sorcier. À la Coupe du Monde de Quidditch 2014, elle couvre aussi l'événement avec Ginny Weasley, devenue correspondante sportive. À propos du portrait de Severus Rogue, il n'a pas passé beaucoup de temps avec lui vivant, n'est-ce pas? Mais comme il y a déjà plusieurs portraits de directeurs, je doute que ça change beaucoup. Tu vois? Nous avons fini de discuter. Je suis vraiment fatigué. J'enregistre cette partie depuis 50 minutes. La première a duré plus de 70 minutes. J'ai annoncé sur Instagram un épisode de 500 questions, mais seulement si l'épisode dépasse 500 000 likes. Je sais que c'est impossible, donc ça n'arrivera pas. Merci pour votre affection et d'avoir regardé. Si votre question a été posée et que cela vous satisfait, tant mieux. Ne vous inquiétez pas, il me reste encore 245 questions auxquelles je dois répondre. Déjà 2 épisodes de 100 questions inutiles, chacun son prêt. Dans 4 ou 5 mois, j'en ferai un autre. Et si tu as envoyé ta question sans qu'elle paraisse, elle y sera. Envoie-moi un email, envoie-moi un message direct, envoie-moi une capture d'écran de ta question par email. L'adresse est dans la description et je te dirai, regarde, ta question est sélectionnée, elle est mise de côté. À un moment donné, elle apparaîtra. Merci pour ton attention et d'avoir regardé. Rendez-vous au prochain épisode du Chaudron Fêlé, Maléfice accompli.